Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le cours des déficits immunitaires. Un état d'immunité est le résultat de l'interaction de nombreux mécanismes spécifiques et non spécifiques. Donc les mécanismes non spécifiques font intervenir essentiellement le rôle de la peau et des muqueuses et de certaines substances chimiques, de celui de compléments et des cellules phagocytaires, et les mécanismes spécifiques sont exclusivement le reflet de l'activité des lymphocytes T et B et de leurs produits. Le défaut d'un mécanisme immunitaire, qu'il soit spécifique ou non spécifique, se traduit par une défaillance de la réponse immunitaire et de là par des infections bactériennes, fongiques, virales, plus ou moins graves, mais récidivantes, yani répétitives. Il y a à distinguer les déficits immunitaires primitifs, où le désordre fondamental est une réponse immunitaire insuffisante, voire même nulle, aux différents stimuli antigéniques. Et il faut savoir que la plupart des déficits immunitaires primitifs sont des maladies génétiques, alors que les déficits immunitaires secondaires peuvent être secondaires à certaines infections ou à certaines thérapeutiques, telles que l'HIV ou la corticothérapie, etc. Donc, la symptomatologie on peut rencontrer en cas de déficit immunitaire primitif. Donc, les circonstances de découverte sont variables. Le plus souvent, on a des infections graves et répétées. Quelquefois, après une vaccination par un vaccin à germes vivants, on peut avoir une réaction de type BCG ou la poliomyélite, suite au vaccin de BCG ou le vaccin de la poliomyélite. Parfois, des manifestations plus précoces, caractéristiques de certaines entités, telles que la tétanie néonatale, de syndrome de DiGeorge, retard de chute de cordon ombilical, de déficit aux molécules d'adhésion. Et parfois, la circonstance de découverte, c'est dans le cadre d'enquête familiale. Il y a des cas de déficit immunitaire dans la famille. Donc, on va enquêter pour savoir est-ce que les personnes ont le même problème de déficit ou pas, dans le cadre d'une enquête familiale. L'âge d'apparition de ces manifestations infectieuses, leur fréquence et leur gravité sont très variables, selon le type d'immunité touchée et selon le déficit qu'on a. On va voir dans chaque déficit, il y a un âge, il y a des manifestations spécifiques au déficit et un âge d'apparition spécifique au déficit. La cellule qui est affectée ou le déficitaire ou la fonction déficitaire avec la cellule, et on va voir. Le type d'infection constaté peut faire évoquer plus volontiers un déficit ou un autre. Déficit de l'immunité humorale, ou la déficit de l'immunité cellulaire, ou la déficit de la phagocytose ou de la bactéricidée. Mais ceci n'est qu'un élément d'orientation, car il existe des cas intermédiaires et des formes intriquées dans lesquelles seuls les examens immunologiques qui permettent de définir avec précision l'anomalie en cause. Donc, concernant le déficit de l'immunité humorale, c'est un déficit qui se manifeste par des infections dont les plus fréquentes sont celles des voies aériennes supérieures, exemple sinusite ou la otite, de l'appareil bronchopulmonaire, les conjonctivites, les infections cutanées et les septicémies, ce sont les plus fréquentes. Il s'agit surtout d'infections à germes pyogènes, encapsulés et extracellulaires. Parce que ce sont les germes, c'est sur ces germes qui agissent les anticorps. Donc c'est pour cela que ce sont des infections à germes pyogènes, encapsulés et extracellulaires. Parce que ces germes nécessitent une réponse spécifique humorale.
tels que le pneumocoque, le streptocoque, le méningocoque, l'hémophilus, le pseudomonas, etc. Le déficit de l'immunité à médiation cellulaire, donc il entraîne surtout des infections virales graves, telles que la zona, la rougeole mortelle, et des candidoses parfois extensives. Les germes en cause sont surtout des germes intracellulaires, stricts ou facultatifs. C'est logique parce que c'est ces germes qui nécessitent donc une cytotoxicité cellulaire, donc une réponse cellulaire et une cytotoxicité cellulaire. Un mécanisme de cytotoxicité, voilà, tel que les mycobactéries, la salmonelle, le pneumocystis carinée, le candida, les virus, etc. C'est dans ce type de déficit immunitaire, et surtout les déficits immunitaires combinés sévères, DICS, c'est pour déficit immunitaire combiné sévère, que peuvent survenir chez le nourrisson, donc une BCG mortelle, ou là une vaccine généralisée ou des de poliomyélite aiguë ou chronique après administration de vaccin vivant. Donc, dans ce cadre de déficit de l'immunité cellulaire, on trouve donc une forme de BCG mortelle ou là de poliomyélite aiguë ou la chronique après l'administration d'un vaccin vivant qui normalement donc active une réponse immunitaire cellulaire. C'est pour avoir une immunité cellulaire et une mémoire. Le déficit de la phagocytose ou de la bactéricidée entraîne surtout des infections cutanées ou ganglionnaires, parfois pulmonaires ou hépatiques. Les germes en cause sont surtout le staphylocoque, les bactéries gram négatifs et les levures. Il y a les germes qui nécessitent une phagocytose par les cellules phagocytaires. On va commencer par les déficits primitifs de l'immunité spécifique. Donc, les déficits immunitaires primitifs résultent de l'incapacité de produire une réponse immunitaire de type humoral et ou cellulaire et constituent un éventail très vaste d'affections. Le premier type de déficit de l'immunité spécifique qu'on va voir, c'est les déficits de l'immunité humorale, qui est un déficit donc de développement ou de fonction de lymphocyte B. Soit déjà un défaut de développement, ça veut dire déjà une absence de lymphocytes B, ou là non, il y a des lymphocytes B, mais la fonction est défaillante, ils fonctionnent mal. C'est ça les déficits donc humoral. Un défaut déjà la différenciation, le développement de lymphocyte B, donc on peut avoir même absence de lymphocyte B عند l'être humain avec le patient X ou Y, comme on peut avoir des lymphocytes B mais qui fonctionnent mal. On va voir. Les défauts de production complets ou partiels en immunoglobuline constituent les entités les plus fréquentes des déficits immunitaires. Donc il y a le déficit le plus fréquent les déficits d'immunité humorale ou اللي هو انه يكون عندنا un défaut de production قادر يكون complet كما قادر يكون partiel en immunoglobuline. Le premier déficit qu'on va voir, le déficit de l'immunité humorale, c'est la gamma-globulinémie liée au sexe ou la maladie de Bruton. Comme leur nom l'indique, agamma-globulinémie, ça veut dire absence des gamma-globulines, absence des immunoglobulines. Les gamma-globulines, sont les immunoglobulines. On s'est mis en gamma parce que l'électrophorase, il se trouve dans la zone gamma. Donc, la gamma-globulinémie, ça veut dire c'est l'absence totale des immunoglobulines. On va voir. C'est le premier déficit en immunoglobulines décrit par Bruton en 1952. Donc, c'est pour cela le nom, elle est appelée par le nom donc, de celui qui l'a découvert. Il correspond à un déficit pur en lymphocyte B. Donc, elle a une gamma-globulinémie. Elle a un déficit complet en immunoglobulines, tout simplement, parce qu'on a un déficit pur en lymphocyte B dans le sang et les organes lymphoïdes. Et par conséquent, parce qu'on a chez les lymphocytes B, par conséquent, on n'aura pas des plasmocytes responsables de la production d'immunoglobulines. Pas de lymphocyte B, donc pas de maturation en plasmocytes
et pas de synthèse d'immunoglobulines. Le mécanisme de l'affection consiste en un trouble intrinsèque de la lignée B. Il s'agit donc d'un défaut de la différenciation des cellules médulaires pré-B en lymphocytes B. Donc au stade, il y aura un blocage en stade pré-B. Il n'y a pas une différenciation de stade pré-B vers un stade B mature. Donc il y a les cellules bloquées flammoiles en stade pré-B. Ceci est dû à différentes mutations de gène XALA. C'est un gène qui s'appelle le XALA qui code pour une protéine importante où il y a une protéine tyrosine kinase, le BTK, qui est spécifique de la lignée B et indispensable au développement de lymphocytes B. Sans la protéine kinase, les lymphocytes B ne peuvent pas continuer leur développement pour devenir des lymphocytes B matures. La transmission de cette mutation est récessive, liée au chromosome X, et par conséquent, on ne les observe que chez les garçons. Parce que c'est récessif, les filles donc ont 2X, donc parce que c'est récessif, ça ne va pas s'exprimer, mais les garçons ont un seul X, donc si ont un X mutant, XY, donc il y aura donc l'expression de cette clinique de cette maladie. La maladie se révèle généralement entre le 3e et le 10e mois après la naissance, tout simplement parce qu'au cours des 6 premiers mois de vie, donc après l'accouchement, les 6 premiers mois de vie, tu as le nourrisson, il est recouvert, il est protégé par les IgG maternels. C'est pour cela, c'est après la diminution très importante des IgG maternels, où on a remarqué l'absence des immunoglobulines de nourrisson. Parce qu'au final, il est recouvert par les immunoglobulines de la maman. Donc, on ne va pas remarquer des infections. Chaque fois, il y a une diminution des immunoglobulines maternelles et elles ne sont pas remplacées par les immunoglobulines de nourrisson parce qu'il y a un problème de cette maladie de Breton. Donc, on va commencer à découvrir la maladie, les symptômes. Donc, les symptômes ils se révèlent généralement entre le 3e et 10e mois après la naissance. Les manifestations principales, ce sont donc des infections bactériennes sévères et récidivantes et à localisation essentiellement respiratoire. Le traitement donc, il est basé donc sur la substitution des immunoglobulines. Donc c'est un traitement substitutif où on donne des immunoglobulines en intraveineuse pour les enfants ados. Donc on fait des injections EV des immunoglobulines. Donc le traitement est substitutif par des gamma-globulines qui permettent une survie prolongée. Les doses et la fréquence des perfusions doivent être adaptées de façon à maintenir un taux d'IgG supérieur à 5 g par litre. Chaque infection doit être traitée par une antibiothérapie précoce et adaptée. Donc, chaque fois qu'il y a une infection, il faut la traiter par une antibiothérapie. On donne donc, on substitue les enfants par des gamma-globulines. Donc, comme on a la dose ou la fréquence, c'est l'essentiel. Le but, c'est de maintenir ce taux de 5 g par litre. Environ 10% des agammaglobulinémies ne sont pas provoquées par des mutations de gène XALA. La majorité, c'est par la mutation touchant le gène XALA. Mais il y a 10% qui sont donc dus à d'autres mutations qui n'affectent pas ce gène, mais aussi leur transmission est autosomique récessive. Voilà, la différence entre le gène XALA et est liée à l'X. Mais ça, c'est autosomique, c'est dans d'autres chromosomes, pas le X, mais elle est toujours récessive. On a aussi les hypogammaglobulinémies communes à expression variable. CVID. Donc les CVID qu'on appelle
c'est pour commun variable immunodéficiency ou la déficit immunitaire commun variable. Ou là, les hypogammaglobulinémies communes à expression variable. Il s'agit d'un groupe de maladies très hétérogène. Il inclut des déficits immunitaires congénitaux ou acquis révélés vers l'âge de 2 à 3 ans ou plus tard. Chez des sujets ayant volontiers des antécédents familiaux d'anomalies immunitaires. Ce déficit immunitaire commun variable se caractérise par un déficit d'intensité variable de la production de tous les isotopes d'immunoglobulines et est responsable d'infections donc sévères et fréquentes, de bronchiectasie, un syndrome de malabsorption digestive et parfois des stigmates biologiques d'auto-immunité. L'évolution peut être plus sévère quand il y a association à une infection maligne et le taux des immunoglobulines est très abaissé et ce taux est variable d'un malade à un autre et chez le même malade d'une période à une autre. Donc il y a les immunoglobulines mais leur taux est très diminué. C'est pas une agamma comme la maladie de Breton, c'est une hypogamma, il y a une diminution. Le taux il est diminué par rapport au normal. Et parce qu'il est diminué par rapport au normal, le patient va être vulnérable aux infections. Le plus souvent, on a donc des lymphocytes B avec une immunoglobuline de surface qui peuvent être détectés alors que le nombre des plasmocytes est diminué. Donc, on peut détecter des lymphocytes B qui ont un BCR à leur membrane, mais le nombre des plasmocytes, le produit terminal, la différenciation terminale des lymphocytes B, est diminué. Et par conséquent, on parle alors de troubles de la différenciation de lymphocyte B en plasmocytes. On n'a pas, même pas, la maladie de Breton, on n'a même pas des lymphocytes B matures. On a le stade pré-B. Maintenant, on a des lymphocytes B, mais on a un problème. La différenciation mène le lymphocyte B vers plasmocyte. C'est pour cela que le taux des plasmocytes il est diminué, par conséquent, la sécrétion d'immunoglobulines est diminuée. Le troisième donc, maladie qu'on va développer les déficits de l'immunité humorale, c'est le syndrome d'Hépar-IgM, où le déficit en CD40 ligand. Donc pour les gens qui ont vu le cours de lymphocyte B, ils ont remarqué que l'interaction CD40 ligand sur les lymphocytes T, mais le CD40 sur les lymphocytes B est très essentiel pour la commutation de classe ou le switch. Pour le changement de classe, من IgM vers une autre classe, قادرة تكون IgG ou IgE ou IgA. Parce que la réponse primaire t'as toujours une réponse à IgM, mais la réponse secondaire pour les antigènes thymo-dépendants, l'interaction radique CD40 ligand sur les T mal CD40 sur le B, cette interaction intercellulaire pour entraîner le switch, déclencher le switch de lymphocyte B et par conséquent il switcher au l'IgM vers une autre classe. Le syndrome d'Hépar-IgM, c'est qu'il y a un déficit en cette molécule où il y a le CD40 ligand. Donc ce syndrome est caractérisé cliniquement par des infections récurrentes à germes pyogènes et opportunistes et biologiquement par des taux très diminués d'IgA et d'IgG avec des taux normaux ou souvent élevés d'IgM. Donc on remarque les patients le taux de l'IgM est normal voire même élevé, mais le taux de les IgG et les IgA est très diminué. D'accord? Ce syndrome à transmission récessive lié au sexe, ce syndrome aussi il est lié au sexe, c'est pas autosomique, donc lié au sexe. Ce syndrome à transmission récessive lié au sexe est dû aux différentes mutations de gènes codants pour la molécule CD40 ligand, qu'on appelle aussi le CD154, le CD40 ligand. D'accord? Cette affection illustre le rôle important de la coopération entre les lymphocytes T, helper 2, et lymphocytes B, et surtout l'interaction
de CD40 ligand sur les lymphocytes T et le CD40 sur les lymphocytes B pour la commutation isotopique ou là le switch, qui est un processus au cours duquel un lymphocyte B réorganise des chaînes lourdes pour produire un anticorps de même spécificité, de même région variable, de même spécificité pour l'antigène, mais d'un autre isotope, mais d'un isotope différent. C'est pour avoir des fonctions biologiques différentes. C'est ça le syndrome des périgéum. On a aussi les déficits de l'immunité humorale, on a aussi ce qu'on appelle les déficits sélectifs en immunoglobuline. Parmi les déficits sélectifs en immunoglobuline, on a les déficits sélectifs en EGA. Ce syndrome est défini par une absence totale ou quasi totale d'EGA sans déficit des autres classes d'immunoglobuline. C'est-à-dire on a un taux très diminué des EGA ou voire même une absence totale des EGA. Mais les autres classes, les EGG et les EGM, elles sont normales. C'est l'affection la plus fréquente des déficits immunitaires primitifs. Un cas sur 7000 habitants. Il peut se voir de façon sporadique, un cas sporadique unique dans la famille, ou il peut avoir une forme héréditaire dans la famille. De nombreux sujets atteints de déficit en EGA sont en parfaite santé. Il faut savoir cette notion. Il y a de nombreux sujets qui ont ce déficit en EGA, mais malgré ça, cliniquement, ils sont en bonne santé. Donc, c'est un déficit qui est le plus souvent asymptomatique, heureusement. Certains malades présentent une sensibilité particulière aux infections, surtout sinusienne et respiratoire. D'autres ont une symptomatologie essentiellement digestive, diarrhée, malabsorption. L'association à des maladies auto-immunes est particulièrement fréquente chez ces sujets, ces malades. ont donc une association fréquente avec certaines maladies auto-immunes type polyarthrite rhumatoïde, le syndrome Lepic et la dermatomyosite. Mais le plus souvent asymptomatique. On décèle souvent dans le sérum des anticorps anti-IgA qui ont été incriminés dans la pathologie des chocs anaphylactiques observés chez certains malades après transfusion ou injection parentale de gamma-globuline. La pathogénie des déficits sélectifs en EGA semble liée à un trouble de la différenciation terminale des lymphocytes en plasmocytes sécrétant les EGA. Les autres déficits sélectifs, c'est le déficit total en IgG. Ça veut dire le déficit total en IgG, toutes les classes inclus, n'a pas été décrit. Mais ils ont décrit certains déficits touchant certaines sous-classes. Parce qu'il faut savoir, à un moment, et là, quand tu touches les cours les immunoglobulines, vous allez savoir les IgG, on a 4 sous-classes. IgG 1, 2, 3, 4. Donc, un déficit total touchant les 4 sous-classes, ça n'a pas été décrit. Mais il était décrit des déficits en sous-classes. Il y a un déficit en IgG 1 ou la déficit en IgG 4. D'accord? D'accord. Ça, c'est concernant les déficits de l'immunité humorale.